Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce numéro de kiosque de ce vendredi 6 juin 2025. Un seul sujet domine l'actualité ce matin et c'est ce sujet que nous avons retenu pour le débat et commentaires, analyse avec nos invités ce matin. C'est la rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'opposant président de l'ECD, Martin Fayulu. Que doit-on attendre de cette rencontre? En quoi ça va avancer le pays? Ce sont les deux grandes questions de ce matin que nos invités vont répondre. Alors, nous recevons aujourd'hui Patrick Eyalé, Ben Kaembe et Philippe Kazadi. Madame, Messieurs, merci de nous suivre et de rester fidèles à Canal Congo Télévision à travers votre magazine kiosque. Tout d'abord, cette caricature Mediapo qui s'intéresse aujourd'hui à Lambert Mende. Lambert Mende qui s'ajoute à la longue liste des kabylistes qui tournent le dos à leur ancien chef. Et bien, Mediapo a caricaturé. Savoir changer le costume selon le vent, ce n'est pas de la transhumance, c'est l'élégance politique. C'est la caricature des Mediapo. Voilà, merci de nous suivre. Philippe Kazadi, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les co-débatteurs. Je salue, après quasiment 2 mois d'absence, tous les téléspectateurs de cette grande émission qui nous donnent quand même le plaisir, sinon la faveur de passer et d'essayer d'analyser un peu l'actualité pour donner un peu le meilleur de nous-mêmes. Mais madame, permettez-moi d'entrer des jeux, de pouvoir dire quelque chose parce que j'ai reçu assez des demandes, des questions là-dessus par rapport à l'élection de la RDC au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Certains de ceux qui nous lisent à travers kiosquedafrique.com voudraient savoir à qui reviendraient ces mérites-là de cette élection. Est-ce que c'est à la Mineta actuelle aux affaires étrangères? Est-ce à ses prédécesseurs? Est-ce à la diplomatie? En fait, à l'administration des affaires étrangères, l'administration comprenait la centrale et la représentation diplomatique. Et nous avons consacré quand même un article là-dessus que nous allons publier ce soir. Et je convie tous ceux qui nous suivent à nous lancer kiosquedafrique.com. Tout ce qu'il faut dire ici, c'est que l'élection est la phase finale. C'est la phase finale d'un long processus qui peut prendre 2 à 3 ans. Les minimums. Ça veut dire il y a des longues négociations qui se font au niveau de la sous-région entre le pays africain. À partir du moment où la RDC a émis le vœu de postuler à cette instance-là, elle devrait avoir des négociations avec le pays africain pour que sa candidature soit endossée par le Conseil exécutif de l'Union africaine, comprenez la réunion de ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine, et après, ça sera endossé par la conférence des présidents et des chefs de gouvernement. Donc, ce processus de négociation entre différents acteurs institutionnels au niveau international ou de la région peut prendre 2 à 3 ans. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, quand on parle de l'élection de la il y a 2 années, et là, il faut de nos représentants de l'Union africaine, de l'ONU et de la Genève. Parce que là, ces diplomates là, tués sur de l'arme, ok, qui sont le tout pour porter ces postes, c'est je crois l'Ouganda de l'État. L'Ouganda a dû céder par des négociations sa place à la RDC pour que la RDC soit portée comme candidat unique. Oui, pour être élu au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Donc ça, c'était une précision à apporter. Maintenant, chacun peut tirer les conclusions sur à qui pouvait revenir le mérite non, notre problème. Je dis que je réponds à achever que d'autres avaient déjà commencé. Au nom de
du principe de la continuité des affaires de l'État. Si le prédécesseur a entamé un dossier et qu'il n'a pas achevé, celui qui vient ne peut que l'achever. C'est tout à fait normal. C'est aussi, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi saluer le parachèvement avec brio que Mme Kaikwamba est en train de faire de ces dossiers. Même l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est un travail de longue haleine qui a été fait depuis bien longtemps qu'elle n'arrive aux affaires étrangères. Mais on ne dit pas qu'elle n'a rien fait. Parce que si elle pouvait dormir sur ses lauriers, je crois que la RDC n'aurait pas pu gagner ces postes-là, ou ça pouvait nous aurions dû peut-être perdre ces postes. Mais un deuxième élément, c'est par rapport à la gravissime décision prise par le président Tshisekedi. Moi, je suis un enseignant en communication, peut-être, mais je ne peux pas accepter que dans une démocratie, une décision aussi impropre puisse être prise et que les journalistes qui connaissent le rôle du CESAC dans un pays comme le nôtre, c'est comme les Chines, parce que Mobutu a dit il faut exécuter. Alors, et quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'on va dire sur Kabila et qu'est-ce qu'on ne sait pas dire sur Kabila, il ne sait pas répondre à la question. On ne fait pas l'apologie des Kabila. Ah ouais, ça veut dire quoi l'apologie? Dire que Kabila, par exemple, a reçu telle personne, c'est l'apologie. Mais dire qu'il est rwandais, c'est plus l'apologie. Voilà. Donc il faut qu'il donne les contenus quand même. Je vous en prie. Comme c'est la fin de la semaine, en tout cas, c'est un sujet qui a dominé l'actualité la semaine, alors nous allons en parler à la fin. Il a eu un débat avec la plénière du CESAC, et je crois que vous avez quand même une communication à la fin de la plénière. Alors, Ben KMB, bonjour. Bonjour, merci beaucoup Joseph pour l'invitation. J'espère qu'on va bien terminer la semaine en beauté. Je salue les co-débatteurs, je salue Philippe et je salue mon aîné à qui je vous laisse la première de présenter. Alors, Patrick et Ali, bonjour. Bonjour Joseph. J'aimerais juste rebondir sur les propos de M. Philippe pour féliciter le prix Nobel, Dr Denis Mukwege, pour sa posture. Il est parmi, ce n'est pas le seul, je n'ai pas connaissance de notre personnalité politique à avoir salué cette élection. C'est quelque chose qui montre la stature de cette personnalité. Mais aussi, comme il s'agit de la ministre des Affaires étrangères, j'aimerais aussi saluer la nouvelle tarification du passeport avec les nouvelles, je dirais, décisions pour l'obtention du passeport qui est facilitée, qui nous permet à nous les demandeurs d'échapper à la mafia qui s'opère généralement pour l'obtention du passeport. C'est quelque chose de salutaire. Comme nous Congolais on a la mémoire courte, je tiens à rappeler qu'il fut un temps où ce passeport était estimé à 185 $, et il y avait une tierce personne qui disposait d'un pourcentage conséquent à chaque fois qu'on achetait le passeport. Et cette personne, selon pas une enquête, je dirais, nationale, selon une enquête internationale, cette personne ne serait autre que la sœur de celui qui est devenu le chef de la rébellion. Merci. Celui qu'on ne cite pas le nom. Bien, on connaît aujourd'hui qui est le père de la rébellion. Sinon, par rapport au passeport, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein? Les prix tels que fixés, on va le payer. Au-delà du prix, c'est le mode opératoire mis en place pour l'obtention. Okay. Ce qui permet de court-circuiter toute la mafia qu'il y a généralement tout autour et qui faisait que le prix fixé par l'État ne soit pas celui payé par les demandeurs. Je pense que cette fois-ci, la formule trouvée sera la bonne afin que le passeport coûte réellement 75 $. Parce que même précédemment, quand l'État dans 9 $, on ne payait pas dans 9 $ à cause, je dirais, de cette mafia qui s'est installée depuis et qui ne veut pas lâcher prise. J'ai déjà vu un communiqué qu'ils ont pondu pour, je dirais, essayer de dénoncer la nouvelle configuration. Mais j'espère que ils ne remporteront pas cette bataille. Et imaginez-vous que pendant une dizaine d'années qu'on achetait nos passeports, on enrichissait au fait une personne faisant partie d'une famille qui aujourd'hui a décidé de nous faire la rébellion. Donc j'espère que
ces histoires, comme on a la mémoire courte, on devra le rappeler à ceux qui semblent aujourd'hui vouloir que l'on parle du chef de la rébellion et de ce qu'il fait. Voilà, merci Patrick. Et allez, alors, venons à un autre sujet principal. La rencontre de Fayulu, 3 jours après son message sur cette rencontre, Fayulu a été reçu par le chef de l'État, de façon générale, Philippe Kazadi. Comment vous avez accueilli cette rencontre? Quels commentaires vous faites de cela? Bon, d'abord sur le plan de la forme, Martin Fayulu a tenu un discours, un message à la nation, je dirais, et il a sollicité à travers ce message de rencontrer le chef de l'État. Dans un très bref délai, il a été reçu. Donc le protocole du chef de l'État a tout organisé pour que cette rencontre ait lieu. Je dis sur le plan de la forme, là, il faut lire la hauteur de ces deux acteurs par rapport à la question de la sécurité ou la question de la cohésion nationale dans notre pays. Aussitôt voulu être reçu par le chef d'État, aussitôt le chef d'État se rend disponible. Ça veut dire que, dans le fond, les deux personnalités prennent à cœur et prennent très au sérieux l'action qui mène aujourd'hui la République du Congo, notamment la question de la sécurité et de crise. La crise sociale, elle est là. La crise sécuritaire, elle est là. Et ces deux crises ne peuvent avoir de solution que dans une certaine mesure lorsqu'il y a unité autour de l'action gouvernementale. Et donc, Martin Fayulu, qui s'est toujours montré un peu à la manière de Tshisekedi, de dire toujours non, non, là, il est allé quand même un peu, il a affiché une posture qu'on ne lui reconnaît pas bien avant, et là, il s'est ouvert au chef de l'État. Maintenant, par rapport au contenu, et c'est là que je me pose des questions, si il pourrait avoir une réponse favorable de la part du chef de l'État. Martin Fayulu demandait notamment qu'il y ait la question du dialogue autour des évêques. Donc, là, nous allons en parler, tout ce qui a été dit, d'abord par rapport à la forme. Vous avez dit aussitôt de me lancer le message. Aussitôt reçu, donc. Attendez ça. Je crois que le message de Martin Fayulu, le message de Martin Fayulu parlait de la question de l'insécurité et de la crise qui sévit dans notre pays. Et le chef de l'État, je pense qu'il est sensible par rapport à la question, et Martin Fayulu n'est pas une quantité négligeable dans notre sphère politique. C'est tout à fait normal qu'il ait reçu le plus tôt que possible. Mais ça attache également, ça prouve également l'importance que les deux acteurs accordent à la question de la sécurité et de la cohésion nationale, ou de la nécessité d'avoir une cohésion nationale en interne pour combattre l'ennemi. Parce que depuis longtemps, notre pays est toujours victime des adversités de part de nos voisins. Voilà. Voilà. Ben Kaembe, votre analyse. Très bien, merci beaucoup pour la question. J'ai suivi avec attention soutenu les propos de M. Philippe, mais je comprends qu'il est resté dans une logique, même si j'ai comme l'impression que lui-même n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que vous l'avez posé la question de savoir si les chefs effectivement attendaient ces discours. Moi, j'ai les regrets de constater... Oui, attendez les discours de Martin Fayulu, parce qu'il a réagi quelques minutes après le discours de Martin Fayulu. On parle de rencontre. Non, elle a posé une question pour savoir... Par rapport à la réaction, les chefs de l'État attendaient les discours, oui ou non? Non. Attendez la rencontre. Voilà. Je vais revenir d'abord au discours. J'ai les regrets, en tout cas c'est mon analyse à moi. Je comprends que Martin Fayulu a pris la procédure qui nous pousse à croire qu'il a été, je vais dire ici, obligé de faire ces discours pour être reçu par les chefs d'État. Pourquoi je le dis? Si Martin Fayulu, parce que c'est pas aujourd'hui, la situation que décrit Martin Fayulu n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'y a pas quelques jours, le chef de l'État a donné une mission à son conseil spécial d'organiser les assises pour appeler tous les Congolais autour de la table. Si Martin Fayulu s'inquiétait de la situation de la RDC, il pouvait bien se présenter. Pourquoi il a fallu qu'il puisse attendre un moment après cette rencontre, ces assises organisées par les conseils spéciaux des chefs de l'État, pour ensuite faire un discours demandant au chef de l'État une audience?
une audience plus tôt. Ça veut dire que ça dérange un tout petit peu. On peut conclure, ce n'est pas vraiment l'esprit patriotique qui anime Martin Fayulu aujourd'hui. Moi, je le dis, parce que si Martin Fayulu était animé uniquement par cet esprit, ou sinon cet élan patriotique, il pouvait bien se présenter devant Ebérande. C'est pas parce que la situation s'est aggravée. Ah, ça s'est aggravé comment? Et vous voulez dire que depuis, lorsqu'on décrit la situation à l'Est, on parle depuis de 30 ans. Donc, c'est-à-dire pour Martin Fayulu, les 2 semaines ici, après les consultations, c'est là que la situation s'est empirée. Avec la donc, depuis... la médiatique de l'ancien président. Non, non. Depuis, Joseph Kabila, ce n'est pas pour la première fois qu'il consulte. Ce n'est pas pour la première fois qu'il va se prononcer. Consultation. Depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a atteint ces virages, Joseph Kabila vous parle régulièrement. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que la situation s'est empirée dans la partie Est. Mais maintenant, moi, j'aimerais ici, parce qu'on a fait une émission tout récemment, j'espère que M. Patrick Yele va se rappeler, où on a parlé de la Cinco et de l'ECC. Voilà, aujourd'hui, Martin Fayulu réussit par les chefs de l'État, malgré tout ce qui a été dit, parce que vous allez dire on va aller dans les fonds plus tard. On va aller dans les fonds. Mais il faut signaler que Martin Fayulu a dit qu'il a demandé au chef de l'État de recevoir la Cinco et l'ECC. Le chef de l'État a dit qu'il va le faire. Je crois la phrase, j'avais que c'est. Il va le répondre. Non, non. Qui va répondre dans un bref délai. C'est-à-dire que le chef de l'État est favorable. Non. Ça dépendra de la réponse. Ça, c'est votre supposition. Non, non. Attention. Il a dit, si les chefs de l'État va répondre à la demande de Fayulu. Mais pas à... C'est-à-dire, ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Dans ces schémas ici, où Fayulu vous glisse un mot, nous connaissons la politique congolaise. Quand Fayulu vous glisse un mot, il vous parle du camp de ceux qui veulent la patrie, ou les camps de ceux qui veulent sauver l'intégrité territoriale du pays. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare autour du chef de l'État. Mais la grande question qu'on se posera lorsqu'on entrera au fond, c'est que comment on lie la solution de l'insécurité à l'Est et la cohésion nationale au niveau de la République démocratique, ou sinon du camp de ceux qui veulent l'intégrité territoriale du pays. C'est la grande question qu'il faut se poser. Comment on va lier les deux? Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi propose des postes, il va proposer ceci à gauche, parce que nous connaissons tous les dialogues qu'il y a eu en RDC, ont toujours lié pour sauver ou sinon satisfaire des envies politiques en République démocratique du Congo. Mais maintenant, cette fois-ci, quand on amène Fayulu autour de la table, parce que selon les indiscrétions, il n'y a pas que Fayulu, il y a des autres qui vont emboîter les pas incessamment, qu'est-ce que l'opposition amène comme piste de solution? Ou quel est l'apport aujourd'hui, même si on parle de la cohésion nationale, quel est l'apport pour mettre fin à la situation qui prévaut à l'Est? C'est la grande question. Alors moi je regrette d'abord parce que vous avez dit tout à l'heure, il attendait les discours des chefs de l'État. C'est-à-dire quoi? Oui, ils attendaient. Je vous dis, j'assume ce que j'ai dit. Je suis journaliste, j'ai réfléchi, je vous dis que Martin Fayulu a fait ses discours. La présidence savait que Martin Fayulu va se prononcer, il dira ceci, cela, et la réponse était automatique. Déjà préparé. Bien préparé. Ou bien il sait déjà l'opposition est pétée, tu sais comment la voir. Non, tout était bien préparé. Merci. Patrick Yele. Bon, pour un peu rebondir sur ce que Ben a dit, il y a aussi, je vais faire jonction avec ce que M. Philippe a dit, il y a aussi une affaire de posture. Martin Fayulu n'est pas quantité négligeable, pour reprendre exactement la phrase qui a été dite par M. Philippe. Le format des consultations, à mon avis aussi, était un format un peu fourre-tout, où à un moment on recevait tout le monde et n'importe qui. Donc, dans la stature de Martin Fayulu, j'aurais été son conseiller, je lui aurais dit, Monsieur Fayulu, eu égard à votre statut, vous ne pouvez pas répondre favorablement. L'initiative était peut-être louable, mais la procédure et le format utilisé in fine avaient, à mon avis, péché. Parce que c'était un peu une espèce de kermesse où tout le monde était reçu. Donc, voir Martin Fayulu et peut-être les autres bypasser les consultations et demander à être reçu en tête à tête avec le chef de l'État, moi ça ne me pose aucun problème, aucun souci. Parce que je suis de ceux qui estiment que les consultations ont été quelque part un échec. Voilà. Donc, je vais poser d'abord la question. Vous avez dit que Fayulu, sa posture, il ne devait pas aller aux consultations. C'est-à-dire que demain aussi, parce que la main tendue pour ces consultations, c'était pour tout le monde. Hein?
demain aussi, Kabila va aussi être accepté d'être reçu par le chef de l'État. Oui, c'est une question de posture, que ce soit Kabila, que ce soit Katumbi. On ne peut pas, je dirais politiquement, les mélanger avec toutes les personnes à un moment qui étaient reçues dans les consultations. Il fallait un format, je dirais, différent. Okay. Donc, pour moi, cette question de ne pas accepter d'être venu aux consultations, mais venir demander un tête-à-tête avec le chef de l'État, c'est, je dirais, eu égard à leur position, ça se comprend, ça se tient. Ça se comprend, ça se tient. Maintenant, je note aussi que, contrairement, je ne sais pas si on va déjà entrer dans le fond, mais je constate que Martin Fayulu n'est pas en exil. Martin Fayulu est ici, il fait sa politique, il fait son opposition ici au Congo. Et Dieu sait que je ne suis souvent pas d'accord avec lui. Mais ce sont des signes qui montrent ou qui corroborent ce qu'il a dit sans peut-être qu'il s'en rende compte quand il a parlé du camp de la patrie. On peut aisément constater que ceux qui sont du camp de la patrie, ceux qui refusent le narratif rwandais, ceux qui veulent dans leur position dédouaner le Rwanda, congoliser la guerre, ils ont choisi un autre camp. Maintenant, reste à savoir si l'appel de Martin Fayulu sera entendu d'eux. Parce que eux, ils ont choisi un camp qui est différent du camp de ceux qui ne sont pas là en exil pour s'acoquiner ou pour faire allégeance avec notre agresseur. Maintenant, là où je suis dubitatif, parce que maintenant, il faut leur parler de camp. Quand tu... qu'on aborde ça... mais on y est déjà. On y est déjà. On revient d'abord sur la forme. C'est-à-dire que reçu par Martin Fayulu, par Félix Tshisekedi, on a oublié aujourd'hui vérité des urnes, président élu, parce que d'ailleurs à la fin, au discours sortir, hein, il ne citait pas le nom de Félix Tshisekedi. Il m'a dit, il a dit ceci. Est-ce que vous ne voyez pas que ça change tout? Madame, c'est des postures, c'est des épiphénomènes. Moi, j'aimerais qu'on aille vers l'essentiel. C'est naturel, ce sont des... même moi, petit que je suis, j'ai parfois mon ego. Vous n'allez pas demander à Martin Fayulu du jour au lendemain de se comporter comme, je dirais, un membre de l'Union sacrée. Non, il a sa position, il a ses convictions et ne nous comprenons pas sur ça. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'essentiel, de ce qui doit suivre. Qu'il ait dit il, qu'il n'ait pas dit président de la République. Ça, c'est des épiphénomènes. Les détails aussi, hein. Les détails aussi, ça projette déjà ce qui va venir après. Ça ne projette rien. Pour moi, ça ne projette rien. Ce sont des postures. Et en politique, les politiciens fonctionnent avec des postures. Ça ne présage rien pour moi. Il doit aussi conserver, je dirais, parce que il a parlé de la patrie, mais il y a des sous-camps. Dans son sous-camp à lui de l'espace Lamouka, je peux comprendre que tout le monde ne partage pas son point de vue, sa position actuelle. En tant que leader politique, il y a aussi ça à gérer. Parce que je ne pense pas qu'unanimement, toutes les personnes qui composent sa structure sont d'accord avec cette approche. Parce que nous sommes dans un tournant, nous sommes dans un moment décisif, nous sommes dans la croisée de chemin. Parce que quand il dit camp de la patrie, ça suppose qu'il y a un autre camp, différent du camp de la patrie. Maintenant, on a besoin d'un dialogue entre le camp de la patrie et l'autre camp. Je ne vais pas nommer ce camp-là. J'en viens directement au vif du sujet parce que moi, je n'ai pas envie d'aller le cas de chemin. Non, j'entre directement à la demande de Martin Fayulu. Et là, c'est Ben qui m'a interpellé quand il parle de recevoir la SENCO et les CC. La question à se poser. Là, vous parlez contre de la patrie ou vous parlez rencontre... Laissez-moi cheminer, vous allez comprendre. Martin Fayulu a exprimé une demande que le chef de l'État reçoive la SENCO. La question à se poser, la SENCO, dans cette histoire, dans cette crise, est-elle neutre? Est-elle l'arbitre au milieu du village? Est-elle équidistant? Ou a-t-elle choisi un camp? C'est une question.
le rôle de la Senco que Martin Fayoulou appelle de ses voeux, il va jouer quel rôle? Celui de l'arbitre qui n'a pas un parti pris, ou celui qui roule pour un camp, ou qui a épousé le cahier des charges d'un camp? Et quel est ce camp? Quand on a en mémoire la difficulté qu'a la Senco, à travers les personnes qui ont parlé en son nom, de citer même nommément le Rwanda comme agresseur, vous comprendrez la difficulté que peut avoir le chef de l'État et ceux qui soutiennent le chef de l'État à voir la Senco jouer le rôle de l'arbitre. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de Martin Fayoulou? Non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Je suis dubitatif et me pose des questions à haute voix sur le précisément pour savoir ils sont dans quel camp. Parce que il va de soi qu'ils sont tout sauf neutres. Merci Patrick. Vous entrez directement dans le sujet, mais je préfère qu'on commence par la Senco parce qu'il a abordé. Hein. Martin Fayoulou a appelé, a demandé au chef de l'État de faire tout pour rencontrer les évêques de la Senco et les pasteurs de l'ECC. Ça, c'est pacte social. Hein. Alors que avant, ces évêques sont un peu rejetés hein, du côté du pouvoir, comme le dit Patrick, qui se pose tant de questions par rapport à la Senco. Alors, Philippe Kazadi. Merci, madame. Je dois d'abord dire que, qu'on s'est rappelé que la communication politique est subtile. Elle est très sensible, elle est dans les détails. Il faut vraiment aller dans le fond, ou sinon il faut laisser le temps pour comprendre certaines choses. Lorsque Martin Fayoulou parle du camp de la patrie, dans sa tête, ce camp n'existait pas encore. Il faut le créer. Et ce camp sera créé avec qui? Et autour de qui? Il ne répond pas à cette question. Enfin, il n'a pas donné les éléments sur ça. Donc moi, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, qu'on pense rapidement que quand Fayoulou parle du camp de la patrie, il dit non, il est avec les chefs de l'État et que ce camp sera créé autour du chef de l'État et que demain, s'il vient vous expliquer ce qu'il ne comprenait lui pas camp de la patrie, qu'on dise oh non, alors il a trahi ou qu'il nous a menti, ou ainsi de suite. Donc nous ne pouvons pas donner du contenu ou des explications à ce qu'il a prononcé en peu de mots. Il a parlé de la nécessité d'avoir un camp de la patrie, mais ce camp doit être créé. En tout cas, mon attendement, ce n'est pas que ce camp existe, parce que déjà entre lui et Félix, il y a cette divergence, mais c'est un camp qu'il faut créer. Alors, qui va le créer? Comment on va le créer? Avec quel cahier de charges ce camp va-t-il exister? Et autour de quel leadership? Ce sont des questions très importantes. Mais moi, ce que j'ai aimé dans la démarche de Fayoulou, c'est qu'il a mis de côté son orgueil. Il a mis de côté ses égos pour aller rencontrer Félix. Parce qu'à un moment donné dans ces pays, on commence à croire que si l'opposition rencontre, même Fayoulou croyait comme ça, que s'il rencontre Félix Tshisekedi, le lendemain, on va dire non, il est devenu membre de l'Union sacrée. Et voilà qu'aujourd'hui, il a rencontré. S'il avait même des propositions à faire au chef de l'État par rapport à la possibilité de dénouer la crise à l'Est, il aurait dû le faire directement. Mais alors, maintenant, il rentre sur le schéma encore du dialogue. Il veut qu'il y ait un dialogue. Et quand tu parles du dialogue, vous comprendrez que dans la tête de Fayoulou, ce n'est pas lui et Félix. C'est toute la classe politique. Parce qu'il n'y aura pas de cohésion nationale, madame, si on ne réunit pas tous les Congolais autour d'une table. Ça, c'est au point de vue politique, hein. La cohésion au point de vue politique. Parce que sinon, du point de vue social, ça n'a aucun effet. On en a connu autant de fois ici qu'il y a des dialogues, qu'il y a des discussions entre politiciens, ils se partagent des postes, mais ça ne résout jamais les problèmes de la population. Moi, je sais que la vraie cohésion nationale naîtra les jours où les institutions congolaises joueront pleinement leur rôle. Même à 20%. Si chaque institution de la RDC joue son rôle à 20%, ils vont susciter l'attachement du peuple à l'action publique et ça va faire naître la cohésion nationale. C'est ce qui existe ailleurs. Alors, qui seront membres ou qui vont prendre part au camp de la patrie? Au camp de la patrie. Alors là, il faut poser la question à Martin Fayoulou, parce que c'est celui qui a sorti les mots. Moi, je sais que Zaïd Ngoma a été le premier à parler du camp de la patrie, paix à son âme, mais aujourd'hui, Fayoulou sort le mot camp de la patrie.
Alors, président Fayoulou, donnez-nous du contenu. Qu'est-ce que vous attendez par camp de la patrie? Qui sont membres, qui devraient être membres du camp de la patrie et autour de quel leadership cela doit être organisé. Mais j'ai cru comprendre qu'il a parlé du processus, en fait, de rencontrer des évêques. Excusez-moi. Que le chef de l'État devrait rencontrer les évêques. Eh bien, moi personnellement, je suis d'accord avec les schémas des évêques. Personnellement, je l'ai toujours dit qu'il faut, ça ne serait pas la première fois, si nous avons eu des élections en 2018 pour que le président Félix accède au pouvoir, c'est grâce au travail fait par ces évêques-là. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, pour X, Y raison, on va refuser ou on va remettre en cause la neutralité des évêques à traiter ce genre de cas. Ils sont les seuls à avoir parlé avec tout le monde. Ok? Et ils sont les seuls à avoir remis un document de leur consultation au président de la République. Maintenant, il s'est posé un problème d'ego, simplement, à mon avis, entre acteurs politiques. L'opposition s'est dit non, nous ne pouvons pas venir rencontrer Félix Tshisekedi autour d'une table ou bien dans son bureau, comme ont été initiées les consultations avec Bérand. Ils ont tous refusé cela. Ils voulaient avoir une médiation. Et la médiation, ça permet à ceux de l'opposition de garder leur stature, de garder leur posture de leadership. Vous voyez? Parce que venir dans les consultations, c'est leur leadership et leur autorité. Ça, ils ne veulent pas perdre ça. C'est normal en politique. Mais maintenant, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation, c'est pourquoi j'ai salué l'approche de Martin Fayoulou d'aller rencontrer les chefs de l'État. Et au moins là, il dira un jour que je l'ai vu en face, je lui ai proposé les dialogues, il ne m'a pas écouté. Et aujourd'hui, voici où nous en sommes. Je crois que là, Fayoulou pourra se dédouaner un jour. Mais le chef de l'État aussi, par rapport à sa posture, par rapport à son camp politique, il va aussi apprécier la demande de Fayoulou s'il doit rencontrer les évêques. D'ailleurs, il ne perdra rien s'il rencontre les évêques, juste pour les écouter. Et après, savoir effectivement que pensent les évêques, où veut-il les amener, et si nécessaire, leur donner aussi ses avis et les orientations sur la manière dont ils pensent pouvoir voir les choses se dérouler. Si les chefs d'État croient que la cohésion nationale naîtra d'une rencontre entre les Congolais et qu'il sait que ceux de l'opposition ne viendront pas par son appel seul, ils auront besoin d'une médiation, comme lui-même dans l'opposition avait besoin d'une médiation. Il va donc écouter les évêques de la SEMCO et donner aussi ses avis à ceux-là pour que ces chemins du dialogue soient balisés rapidement et facilement pour que les choses se remettent en ordre. Bien que, madame, je finis par là, moi, Philippe Kazadi, je ne crois pas que la rencontre entre politiciens à Kinshasa pourrait mettre fin à la guerre à l'Est. Je ne crois pas. Impossible. Je ne crois pas. Moi, je crois que seule la puissance de FRDC peut mettre fin à l'aventure qui se passe dans l'Est de notre République. Merci Philippe. Il n'y a pas Fayoulou, il n'y a pas Katumbi, il n'y a pas qui que ce soit qui ira se battre sur le terrain. Ce sont nos militaires. Mais à partir du moment où la prise en charge des militaires pose problème, où l'équipement pose problème, je ne vois pas comment le dialogue à Kinshasa entre politiciens va résoudre ces problèmes-là. Je ne vois pas. En tout cas, moi, j'ai dubitatif. De ceux qui estiment que si déjà un interne dans son temps pas, on donne accès à l'ennemi, il y a des infiltrés à cause de cela. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est sur le plan de la forme, madame. Nous parlons aussi de l'État. Oui. J'ai bien dit ici que si les institutions jouaient leur rôle, même à 20%, je suis même pas 50%, j'ai dit à 20%, si nous avons les institutions qui jouent leur rôle à 20%, il y aura cohésion nationale. Ça veut dire qu'il y aura attachement entre le peuple et les institutions et les dirigeants. Donc là, ça ne posera pas un problème. On ne nous parlera pas de cohésion nationale. Tout ça. Ailleurs, là où les institutions jouent leur rôle, ces discours de cohésion nationale n'existent pas. Ces discours en France n'existent pas. La solution est ailleurs. La solution est ailleurs, mais on veut inventer une solution. Point par point. Ça va être compliqué. Alors, je donne mon point de vue sur la SENCO. Très bien, merci beaucoup.
j'ai suivi avec intérêt les co-débatteurs. D'abord, j'aimerais ici rappeler, parce qu'on parle de cohésion nationale, il faudrait aussi donner un contenu, parce qu'aujourd'hui, s'il faut poser le base, moi aussi je me pose des questions, peut-être qu'ici sur ce plateau on va rencontrer des réponses. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas cohésion nationale et qu'on cherche la cohésion nationale, on fait allusion à quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les camps Tshisekedi acceptent que, depuis qu'il est au pouvoir, qu'il applique cohésion nationale? Est-ce que c'est du fait de la gestion de Tshisekedi qui applique cohésion nationale et qu'aujourd'hui, il faudrait chercher la cohésion? Est-ce que cette rébellion est née du fait qu'il n'y a pas de cohésion nationale en RDC et qu'aujourd'hui, il faudrait chercher la cohésion nationale? C'est des questions qu'il faudra se poser. Aujourd'hui, je crois qu'il trouvera des réponses. Ouais. Aujourd'hui, nous savons bien, lorsqu'il y a dialogue, c'est essentiellement pour des besoins politiques. Or, cette fois-ci, la priorité des priorités, c'est la paix à l'Est. Et qu'aujourd'hui, quand on suit les discours de chaque politicien, on a comme l'impression que la solution à l'Est vient en second lieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une priorité, parce que tout politicien qui prend la parole ne vous donne pas ses propositions pour amener la paix à l'Est, mais plutôt tout ce que les politiciens demandent, c'est d'abord que Félix Tshisekedi accepte de dialoguer. Pour la paix à l'Est. Attention. Il n'y a pas eu la parole de 36 solutions, il n'y a pas 36 solutions que... Je vais maintenant donner mon schéma à moi. D'abord, quand vous dites que c'est pour amener la paix à l'Est, mettons-nous d'accord qu'ici aujourd'hui, on a aujourd'hui congolisé l'insécurité à l'Est. Parce que la solution viendra d'ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour amener la paix à l'Est, il faudrait que les Congolais se mettent autour d'une table qui est cohésion nationale pour amener la paix. Donc les problèmes sont au niveau de la République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas aller chercher des solutions ailleurs parce que la solution est ici. Parce qu'il faudrait... C'est tout ce qu'on a comme proposition. Parce qu'ici, Philippe Kazali vous a dit qu'il faudrait que les FARDC montrent ses muscles pour qu'on récupère la partie, que la paix revienne. Mais ici, les politiciens vous disent qu'il faudrait cohésion nationale pour amener la paix. Je passe, on parle du camp de la patrie. Parce qu'elle vous dit, la Senko est partout et tout sauf naître. Mais ici, je vais lui dire, parce qu'il s'est posé la question de savoir pourquoi Fayoulou recommande au chef de l'État de rencontrer les CC et la Senko. Mais c'est parce que Fayoulou n'a pas de solution. Fayoulou s'appuie sur la démarche de la Senko et de l'ECC. Parce que vous avez parlé des sous-camps, je vais vous dire ici, la Senko et l'ECC font l'unanimité partout, sauf dans les sous-camps du camp de la patrie, où se trouvent les Tshisekidistes. Parce que l'ECC et la Senko ont fait l'unanimité partout. Même en France, Macron a salué la démarche. Partout ils sont passés, ils ont fait l'unanimité. Sauf ici à Kinshasa, où les camps Tshisekedi n'acceptent pas cette démarche. Ça veut dire quoi de plus normal aujourd'hui? Si Tshisekedi n'accepte pas la démarche de l'ECC et de la Senko, je ne vois pas ces camps de la patrie voir le jour. Parce que tous ceux qui doivent s'allier à Tshisekedi sont ceux qui soutiennent ou sont d'accord avec ce que la Senko et l'ECC proposent comme solution de crise. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas ces camps de la patrie voir le jour si Tshisekedi n'accepte pas les cahiers des charges ou la proposition de l'ECC et la Senko. Donc c'est pourquoi moi je vous dis que Fayoulou a demandé ça à Félix Tshisekedi parce qu'il estime que s'ils doivent se mettre autour d'une table, discuter sur la question de la cohésion nationale pour amener la paix selon les politiques, c'est que le chef de l'État doit accepter les schémas de l'ECC et de la Senko. Eux aussi, il faut se poser des questions. Quels seraient aujourd'hui les critères pour appartenir à ce camp de la patrie? Parce que ça n'a pas été créé comme l'a dit Philippe Kazadi. C'est que ça doit être créé. Si ça doit être créé, ça commence à peine. Est-ce que tous ceux qui sont en exil aujourd'hui sont forcément ceux qui sont contre les camps de la patrie? Ou ceux qui sont de l'autre côté? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, on doit bien établir les choses pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Parce que si on n'établit pas bien les choses, parce qu'ici on parle même du rôle de... J'ai entendu Patrick se poser la question, quel serait le rôle de la Senko? Eh bien, le rôle est là. Parce que Fayoulou n'a pas de solution. Je suis tenté de dire même que le régime en place aussi n'a pas de solution. Raison pour laquelle aujourd'hui, on tourne en rond. Parce que je suis convaincu que si ces régimes avaient une piste de solution pour amener la paix,
il n'allait pas accepter de faire des consultations, revenir. Parce que je vous dis qu'ici, on risque de reprendre tout ce que Béran a fait avant. Merci Ben. Parce que même Patrick n'est pas d'accord avec ce qu'a fait Béran, et qu'aujourd'hui, si le chemin de la Senko, qui sera validé, parce que ce n'est pas validé, on verra tout ce que le chef de l'État, la rencontre ici, n'aura plus de sens si ce chemin ne va pas aboutir, le chemin de la Senko de l'ECC. Donc aujourd'hui, on va reprendre le tout à zéro. Ok. Alors, Patrick, est-ce que, par rapport à ce que vient de dire Ben, qui vont faire partie de cette compte de la patrie, les acteurs, est-ce que ce ne sera pas, on ne risque pas d'arriver à une union sacrée Permettez-moi de commencer quelque part là où il a argumenté. Moi, je refuse simplement d'être naïf. Parmi les entités, les pays qui soutiennent mordicus qu'il y ait dialogue format Senko, on a le Rwanda. Leur ministre des Affaires étrangères plaide pour le dialogue de la Senko. Il dit il faut qu'ils acceptent de dialoguer sous la médiation de la Senko. Parmi les pays visités par la Senko, il y a le Rwanda, il y a le Kenya, il y a l'Ouganda, il y a le Congo-Brazza, les pays qui ont voté contre nous à la réélection, donc nos amis. Donc des gens qui vous scient les côtes, mais qui vous disent non, votre solution, c'est eux. Et l'Ouganda. L'Ouganda aussi. Mais nous ne sommes pas en partenaire, comment je vais dire ça? Madame, les pays n'ont que des intérêts. Il y a la façade, il y a les intérêts. Je refuse d'être naïf. Ces pays que j'ai cités profitent de la fragilité du Congo et veulent voir le Congo rester longtemps fragile. Et c'est ces pays qui vous disent votre solution à vous pour sortir de la fragilité, c'est d'accepter de dialoguer sur la médiation de la Senko que nous avons reçue et à qui on a dit que non, vous faites du bon travail. Je dis simplement que je refuse d'être naïf. Je refuse cela. Et ils sont allés où? En France, chez Macron. Celui qui est, je dirais, celui qui a tout fait pour porter Kagame sous son aile. Jusqu'à ce que l'autre diplomatie ait, je dirais, donné de coups de boutoir. Mais à un moment, posons-nous une question. Comment des pays qui ne veulent pas que du bien insistent pour que nous nous rencontrions dans un dialogue sous le format des personnes qu'eux ont adoubées? Et curieusement, ces personnes, dans leur langage, ils ont toutes les peines du monde à citer le Rwanda comme agresseur. Ils veulent congoliser l'histoire. Dire que la guerre que nous vivons, c'est une guerre qui ne concerne que le Congolais. Le Rwanda n'a rien à voir. Depuis 30 ans, c'est leur affaire. C'est le discours que tient certaines personnalités de l'opposition, qui sont allées même jusqu'à vouloir constitutionnaliser un concept qui n'existe pas. Opposition armée. Ils ont pas opposition armée. Donc nous avons des acteurs politiques, sachant les velléités hégémoniques du Rwanda, ils ont tout simplement voulu réactiver le mode opératoire du Rwanda, lequel mode consiste à faire même base sur une partie de l'ouest du pays, en vue d'en tirer profit économiquement, et aussi, si besoin, d'annexer, de balkaniser ce pays. C'est cette partie. Laissez-moi venir. De balkaniser cette partie. Et vous avez des politiciens, en mal de positionnement, n'ayant pas réussi à s'imposer politiquement sur Félix Tshisekedi, choisissent de donner main forte à l'opposition armée. Pour obliger le chef de l'État, le gouvernement, de dialoguer. Mon frère l'a si bien dit. Et je ne comprends pas comment il dit une chose et semble vouloir le contraire. Il dit que le dialogue ne résolvera pas la guerre. Je suis d'accord avec lui. Le dialogue, c'est uniquement pour permettre à ceux qui ont prêté flanc à l'ennemi, à l'agresseur, de revenir sur la scène politique. Je me souviens des paroles ambiguës du cardinal disant à Olivier Kingakati, vous avez mon soutien conditionnel. Votre mari est encore jeune. Vous pensez que quelqu'un comme moi, vous pouvez me faire accepter que l'évêque Mouteba est quelqu'un de neutre. Que l'évêque Mouteba est quelqu'un de neutre.
Mais ce n'est pas la même Senko qui avait aussi soutenu l'UDPS quand Kabila était au pouvoir. Mais, madame, d'abord, ce n'est même pas en fonction de la Senko. Je suis à la base opposé à tous ceux qui donnent forme d'un sentiment de neutralité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même quand bien même on remontait le temps, à l'époque où vous citez, mais la Senko avait un agenda, la Senko avait un intérêt. Comment vous pouvez comprendre qu'une structure, soi-disant neutre, qui est là pour être équidistant, recevait des smartphones de la part d'un camp parti aux élections. Et ils ont nié cela. Mais ce sont c'est-à-dire ce sont jour-là que j'ai compris que seul le bon Dieu ne montait pas. Parce que M. Tchouli a regardé droit dans les yeux pour dire que les smartphones, ils les ont reçus de la Mongolie, de l'Arabie Saoudite, et qu'ils font encore. Pendant que le porte-parole du candidat qu'il soutenait, qu'il voulait voir élu à cause des accords miniers qui étaient faits avec, j'oublie la firme, la firme où ils étaient à Davos là, il a dit clairement que nous avons envoyé à notre cellule, 40 000 smartphones. Donc je veux bien croire qu'on nous dise qu'ils ont les sentiments les plus neutres du monde, mais permettez-moi de ne pas être naïf. Ils ont aussi un intérêt, ils ont aussi un agenda, ils ont aussi leurs calculs. J'en veux pour preuve à chaque fois que j'entends Muteba, l'évêque, et la Monseigneur Tchouli, n'en parlons même pas. Et je ne citerai même pas le cardinal pour ne pas lui faire offense. Donc, c'est comme ça que j'ai demandé. Où se situe la Senko, dans quel camp? Alors, par rapport à votre analyse, si je comprends bien, cette demande de Fayoulou ne va pas aboutir. Les chefs non, la démarche peut aboutir. Mais pour quel résultat? Il a si bien dit. Il a si bien dit. Le problème, c'est l'allégeance. Et même qui s'est dit pour ne pas l'épargner. Il a failli tomber sur ça. L'allégeance que nous avons, c'est-à-dire la fragilité que nous avons vis-à-vis des positions génomiques du Rwanda. Depuis 1994-1996, Kagame a comme idée de mettre Memba sur le Kivu. Et pour ce faire, pour régner en tant que, je dirais, suzerain, il veut que celui qui soit à la tête du pays soit quelqu'un qui lui est, je dirais, fidèle. Il veut un proconsul, voilà. Que Félix n'est pas. Félix ne l'est pas. Qui n'a pas su faire de Félix. C'est-à-dire, il avait ce calcul-là, il avait ses intentions, il pensait y arriver, mais il s'est rendu compte qu'il est plus difficile de continuer à opérer comme on opérait avec l'ancien président qu'avec M. Tshisekedi, qui a voulu que tout ce qui était les deals économiques soit, je dirais, mis au grand jour. Alors que lui, le côté mafieux, le côté où on prend le minerai comme si ils entraient dans leur propre maison, il veut que ça continue. D'autant plus que Kagame nous dit qu'une partie de Kivu historiquement appartient au Rwanda. Pour savoir au-delà de la quête de mettre main basse, c'est une guerre, pour reprendre le terme utilisé, et par Martin Fayoulou, et par Kabila, mais par des connotations différentes. Nous sommes dans une guerre existentielle. Maintenant, il faut se poser la question. C'est-à-dire nous partageons quel concept de la guerre existentielle? Celle dite par Kabila, qui aujourd'hui se retrouve à Goma sécurisé par un mouvement terroriste qui l'a combattu, dont les revendications nous semblent légitimes et répondent aux aspirations du peuple. Alors, qui va faire partie, c'est ça ma question, hein, qui va faire partie de ce camp de la patrie? Est-ce qu'on va réussir à rassembler même les Kabila, donc cette allusion-là, pour
trouver une solution, une solution par rapport à la paix à l'Est? La paix, c'est le peuple congolais. La paix, c'est trouver des solutions pour mettre hors d'état de nuire Kagame. Donc ce qu'il fallait le faire là, c'est rien. Ce que Faye nous fait, c'est, on est dans le schéma Saint-Souti bis. Union sacrée remaniée. Non, pas Union sacrée. Union sacrée, ça part coucher ça. Saint-Souti bis. Nouvel ordre institutionnel et politique. Saint-Souti bis a permis à ce que nous ayons de nouvelles institutions. À ce que, c'est-à-dire les choses redémarrent à zéro. Et ça permettra certaines revendications portées par les rébellions qui sont soutenues par l'agression de passer. On pourra pas... Mais bien sûr, on pourra... Non, c'est des postures. C'est des postures de leur logique. Il y aura dialogue, il y aura des compromis. On pourra peut-être passer au fédéralisme. Et le fédéralisme, comme on sait que c'est la petite voie pour la balkanisation. Alors vous n'êtes pas d'accord avec toutes ces démarches? Vous me voyez, non? Philippe Kazat. Je vais commencer par là où M. Patrick a chuté. C'est pour dire que le fédéralisme n'est pas mauvais. Le problème, c'est la classe politique. Le pays le plus puissant d'Afrique, le Nigeria, est fédéral. Donc ce n'est pas le fédéralisme. Non, enfin, économiquement. Ok? Donc, c'est pas le même. Donc, le Nigeria est fédéral. Mais ça n'a pas conduit à la balkanisation. Pourquoi chez nous parlons balkanisation? Parce que nous avons cette classe politique qui n'inspire pas confiance même au peuple congolais. Et quand on dit fédérer, bon, fédéralisme veut dire diviser, veut dire partager. Et ça prouve en suffisance la fragilité de notre État. L'État en tant qu'appareil de régulation. Est-ce que vous êtes au courant que l'évêque Mouteba, il fait partie des gens qui prennent le fédéralisme? Excusez-moi. C'était juste pour... Non, mais il n'est pas le seul, il y a beaucoup de partis politiques qui sont fédéralistes. Même dans l'Union sacrée, hein, excusez-moi. Même dans l'Union sacrée, il y a même dans l'Union sacrée, il y a des partis fédéralistes. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Ça existe. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans le mot. Le problème est dans les actes de ceux qui doivent exécuter ces fédéralismes-là. Et les intentions, monsieur Patrick, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas que le Rwanda, les Congo-Brazzaville, l'Ouganda qui violent notre fragilité.